Comme chaque année, l'arrivée du printemps sonne l'heure du bilan démographique de l'année précédente. Il faut plusieurs semaines pour que les certificats de décès arrivent, que les données soient enregistrées et que les statistiques puissent être produites. Les résultats resteront encore provisoires pour de nombreux mois, le temps que les enregistrements retardataires arrivent. Certains décès ne sont correctement remontés que des années plus tard, mais ils n'ont pas d'impact significatif sur les statistiques. D'après les données Eurostat, l'année 2023 marque le retour à une mortalité basse, comme celle constatée en 2019. Les années dites de la pandémie de Covid-19 sont officiellement derrière nous. Il est donc plus que temps de faire un bilan à froid de cette période complètement folle. En février 2020, le nouveau coronavirus tueur en Chine a accaparé tout l'espace médiatique, immédiatement présenté comme le début d'une catastrophe mondiale. Déjà à l'époque, il m'avait paru essentiel de rappeler quelques ordres de grandeur, visiblement mal maîtrisés des journalistes, des politiques et des citoyens. Au bout d'un mois d'épidémie, les Chinois avaient déclaré 2500 décès dus à ce coronavirus. Dans ce pays vieillissant d'1,5 milliard d'habitants, il décède plus de 800 000 personnes tous les mois, dont 80 000 du fait de problèmes respiratoires. Ce nombre de 2500 morts, des personnes âgées essentiellement, était donc parfaitement insignifiant et ne pouvait être considéré comme source d'inquiétude pour quiconque avait une idée des ordres de grandeur en jeu. Dans le même ordre d'idées, j'étais convaincu que le délire paranoïaque appelé Covid-19 prendrait naturellement fin au début de l'année 2021, une fois que les bilans démographiques de 2020 seraient publiés, révélant l'absence d'événements majeurs dans les statistiques de décès. C'est tout l'inverse qui s'est produit. Chaque publication s'est voulue plus catastrophiste que les autres, et les chercheurs relayés par la presse rentrant dans une surenchère apocalyptique. Pourtant, la seule manière de tenir ce discours est de forcer son regard à voir une surmortalité. Il faut éviter de trop regarder le passé et ne surtout pas prendre en compte les deux principaux facteurs influents du nombre de décès, la population, plus il y a de personnes vivantes et plus il y a de décès, et le vieillissement, plus il y a de personnes âgées et plus il y a de décès. Les analyses se sont volontairement limitées à présenter le nombre de décès annuels bruts. Sur ce graphique, on observe chaque année le nombre de décès en France. Et on voit en effet, en 2020, une augmentation des décès. De cette manière, chaque gouvernement a pu annoncer la catastrophe en expliquant que l'année 2020 est une année bien plus mortelle que l'année 2019. Ils ont oublié de préciser que dans tous les pays d'Europe, la population augmente et vieillit chaque année. Il convient donc de prendre en compte ces deux facteurs. Et d'ailleurs, chacun peut constater que le nombre de décès augmente d'année en année dans tous les pays européens. On ne compare donc jamais les décès bruts, sauf à vouloir crier à la catastrophe sanitaire tous les ans. Pour prendre en compte la taille et l'âge de la population, on peut calculer le nombre de décès standardisés par âge, Age Standardized Mortality Rate, comme préconisé par l'OMS ou Eurostat. Le principe ici est d'appliquer la population de l'année 2020, en nombre et en âge, à toutes les autres années, de façon à supprimer cette différence et à les rendre comparables entre elles. On conclut alors que 2020 est la 6e année la moins mortelle de toute l'histoire de France. En France, les gens sont morts dans les mêmes proportions et aux mêmes âges que pendant l'année 2015. Les deux raisons majeures responsables du record de décès de l'année 2020 est qu'il y avait plus de monde et beaucoup plus de personnes âgées. Et enfin, certaines années avec des hivers rudes ou des canicules se démarquent par des augmentations de décès visibles de personnes âgées. Et comme les humains ne décèdent qu'une seule fois, elles sont généralement suivies par des années de baisse de mortalité. Ce phénomène très régulier est bien connu des démographes qui l'appellent année moisson. La canicule la plus importante en Europe était celle de 2003 qui a tué une grande partie des personnes nées avant la Première Guerre mondiale. L'hiver le plus rude a été celui de 2015 qui a fortement impacté les personnes nées dans l'entre-deux-guerres. Et en 2020, nous avons vécu la panique d'une civilisation qui voit partir une énorme population, les baby-boomers entrés aux âges où l'on décède. Une autre statistique de décès, pièce maîtresse du spectacle, est celle des décès Covid-19. Elle est toujours brandie comme excuse justifiant les mesures dites sanitaires, et particulièrement la vaccination. Un des raisonnements farfelus qui tente de justifier la panique, malgré l'absence d'hécatombe, est d'affirmer « c'est grâce aux mesures sanitaires que l'hécatombe a été évitée ». Ce à quoi il faut répondre que chaque matin, il faut mettre de la poudre contre les éléphants sur les fraises de son jardin. Ça marche parfaitement. Jamais aucune personne utilisant cette poudre n'a vu ses fraises écrasées par un éléphant. Fort de ce succès, il conviendrait d'ailleurs de rendre cette poudre obligatoire et remboursée par l'État.
Passons dans une logique hebdomadaire pour suivre l'évolution des décès tout au long de la crise en distinguant ceux déclarés Covid-19 des autres. Sur ce graphique qui présente les décès hebdomadaires en France, on a en bleu clair les décès Covid-19 et en bleu foncé les autres. On observe d'emblée qu'il y a une hausse visible des décès pendant la prétendue première vague de mars-avril 2020. Cette période est celle du premier confinement. Les confinements sont en jaune. Et on peut voir qu'une forte part des décès en trop provient de décès qui n'ont jamais été déclarés Covid-19. C'est un sérieux problème pour la justification des mesures sanitaires. Le plus logique à ce stade est de déduire que les mesures extrêmes telles que le confinement tuent des gens. Les chercheurs sont tellement occupés à mesurer combien de vies sont sauvées par les mesures à l'aide de modèles mathématiques alambiqués qu'ils en oublient ce qu'ils ont sous les yeux. La deuxième incohérence arrive à l'hiver 2020-2021. En effet, chaque hiver, le nombre de décès augmente dans tous les pays d'Europe avec l'arrivée du froid. De la même manière, les canicules d'été emportent leur lot de personnes âgées. Avec le froid hivernal arrive tout un tas de pathologies respiratoires bien connues. Avec l'âge et la baisse de la résistance, on observe une hausse de la mortalité des anciens. Cette hausse forme graphiquement une vague. Il est facile de se rendre compte que la majeure partie de la vague de l'hiver 2020-2021 a été déclarée comme Covid-19. Mis à part les morts Covid-19, il n'y a plus aucune vague. Et ainsi, toutes les pathologies hivernales habituelles qui emportent les plus fragiles ont toutes été déclarées comme Covid-19, ce qui a donné une explosion statistique. Le comptage Covid-19 ne repose sur rien de scientifique et permet donc de piocher dans n'importe quel ensemble de symptômes. D'un point de vue clinique, on peut être déclaré Covid-19 avec n'importe lequel des symptômes suivants. Toux, fièvre, fatigue intense, difficultés respiratoires, perte de goût, perte d'odorat, nausées ou même diarrhée. Ainsi, il suffit de vouloir voir du Covid-19 pour en trouver. À partir de 2021, la démultiplication des fameux tests RT-PCR a permis de qualifier n'importe qui pour n'importe quoi en Covid-19 sur la base d'un simple test positif. C'est ainsi que sont apparus les malades asymptomatiques, révélateurs du délire paranoïaque. Et grâce aux statistiques publiques du ministère de la Santé français, chacun peut vérifier la fiabilité de ces tests. Ici, on découvre les statistiques de 2021, il y a 4 cas possibles. Lorsque l'on fait un test RT-PCR, il peut être soit positif, soit négatif, et on peut être symptomatique ou asymptomatique. On peut donc avoir un test positif tout en étant symptomatique, un test positif en étant asymptomatique, un test négatif en étant symptomatique et un test négatif asymptomatique. Ici, on voit bien que la majorité des personnes qui ont un test positif sont en parfaite santé, elles sont asymptomatiques. Et de l'autre côté, si jamais on est malade et qu'on fait un test, eh bien dans la majeure partie des cas, le test sera négatif. Donc, quand on a un test positif, on est majoritairement en parfaite santé, et quand on est malade, on a majoritairement un test négatif. On conclut à ce stade que ces tests fonctionnent à l'envers. Ils semblent détecter des non-malades et ne pas détecter des malades. Mais ce serait trop simple. Lorsque l'on fait l'analyse mois par mois, on voit des résultats parfaitement instables. Et la conclusion qui s'impose, c'est que ces tests sont une escroquerie. Ils n'ont rien de scientifique et ont uniquement servi de socle à la propagande de la peur. Dans mon livre Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, je détaille, grâce au rapport officiel des agences et instituts français, les causes des hausses de décès depuis 2020. Le pic impressionnant du premier confinement de mars-avril 2020 mérite qu'on s'y attarde. Rappelons d'emblée que ce pic n'existe que sur une minorité de pays européens, 9 sur les 35 dont nous disposons de données sur Eurostat. Il n'y en a pas dans la majorité des pays de l'Est de l'Europe, ni même en Allemagne par exemple, pays qui ne confine pas sa population. Bien évidemment, l'écrasante majorité des analyses sont parties de l'hypothèse que cette hausse est entièrement due aux victimes du virus. Il est pourtant criard qu'une grande partie concerne des personnes qui n'ont jamais été déclarées atteintes du virus avant leur décès. Et quant aux autres, nous avons montré le caractère non scientifique de l'appellation Covid-19. Et donc rien ne prouve qu'il ne s'agissait pas de personnes en fin de vie qui seraient décédées quoi qu'il advienne. Le soupçon est d'autant plus fort lorsqu'on observe la moyenne d'âge de ces victimes, c'est plus de 80 ans. Il est donc tout à fait possible que 100% de la hausse soit due à des décès qui n'ont rien à voir avec un quelconque virus. Il convient d'évaluer les effets des mesures prétendument sanitaires afin de déterminer le nombre de vies qu'elles ont pu emporter. Et nous en avons déterminé 3 grands ensembles de décès surnuméraires, correspondant aux 3 lieux de décès possibles enregistrés dans les documents d'état civil français.
Sur ce graphique, on voit le nombre de décès à domicile tous les jours en France. On voit la bosse de décès à domicile en plein pendant le premier confinement. Donc les décès à domicile ont augmenté de 5000 sur la période du confinement de mars-avril 2020 en France. Ces Français n'ont jamais vu de médecin ni été à l'hôpital de leur vivant. Personne ne les a catalogués Covid-19 avant leur décès. Pourtant, de nombreux médecins venus constater les décès ont inscrit Covid-19 comme cause sur le certificat de décès, sans aucun indice ni autopsie. Ce comportement a bien évidemment été exacerbé par la panique et le principe de précaution. Les dépouilles déclarées Covid-19 étaient considérées comme dangereuses et devaient être mises en bière immédiatement et sans toilette mortuaire. Et dans le doute, la motion Covid-19 a été largement utilisée. Les résultats statistiques s'en trouvent alors complètement biaisés, faisant le jeu des autorités. Or, si l'on se penche sur les grandes causes de décès habituelles, notamment les AVC et les crises cardiaques, on découvre que le recours aux urgences s'est effondré pendant la période de confinement. L'ordre de rester chez soi et de ne voir personne a tout simplement été suivi. Le flux quotidien de personnes recourant aux services d'urgence a été brisé. Il manque entre 5000 et 6000 patients sur la période selon Santé publique France. Ces derniers sont nécessairement décédés. Certains auraient survécu, d'autres seraient décédés à l'hôpital, mais pas à domicile. On explique ainsi 100% de la hausse de décès à domicile sans faire intervenir aucun virus, mais uniquement la peur de ce dernier. Deuxième endroit où l'on décède, les hôpitaux français. Sur ce graphique, on voit les décès quotidiens dans les hôpitaux français en 2020 avec deux couleurs. En bleu, les décès hors Covid et en orange, les décès estampillés Covid. Les décès pendant le confinement dans les hôpitaux français sont plus nombreux que d'habitude, d'environ 7000. Il convient de rappeler que l'hôpital, c'est le premier lieu de décès. D'une part, les patients y viennent le plus souvent dans un état grave, et de plus, de nombreuses personnes âgées y passent leurs derniers jours de vie. L'âge vénérable des patients déclarés morts du Covid montre juste qu'on est en train de cataloguer Covid-19 une grande partie des décès habituels de personnes âgées qui viennent décéder à l'hôpital. Une analyse officielle française, publiée dans Science, écrite à l'origine pour vanter les mérites du confinement, nous apporte la preuve de ce qui s'est réellement passé. On y découvre que sur la période du confinement, parmi les 17 000 patients déclarés morts du Covid, plus de 6 000 sont décédés dans les 3 premiers jours de leur arrivée à l'hôpital. Voilà qui est paradoxal pour une maladie dont on prétend qu'elle tue les plus fragiles en plusieurs semaines. Il peut s'agir de patients souffrant d'infections respiratoires qui, à cause de l'ordre de rester chez soi et de ne pas consulter de médecin, ont vu leur situation s'aggraver et sont arrivés trop tard à l'hôpital. Il peut également s'agir d'un révélateur de la panique qui s'est propagée à l'hôpital, des patients âgés placés sur le ventre pour ne pas propager le virus, d'autres mis dans un coma artificiel et intubation d'oxygène, alors que les effets iatrogènes de cette technique extrêmement invasive sont bien connus. Et enfin, pour les plus âgés, la mise sous médicaments palliatifs d'office, parce que soi-disant qu'il n'existe pas de traitement. Et nous détaillerons ce dernier point ci-après. Quoi qu'il en soit, la surmortalité hospitalière s'explique totalement par un surplus de morts précoces qui n'ont rien à voir avec un prétendu virus respiratoire. Pour finir, sur ce dernier graphique, on représente le nombre de décès quotidiens dans les maisons de retraite françaises, avec en bleu les patients hors Covid-19 et en orange les patients estampillés Covid-19. On remarque qu'il y a 5000 décès supplémentaires par rapport à l'habitude dans les maisons de retraite françaises pendant la période de confinement. Or, les instances gouvernementales avaient affirmé qu'il n'existe pas de traitement et que les hôpitaux étaient saturés. Et ce dernier point s'est révélé complètement faux quand sont sorties les statistiques d'occupation des hôpitaux. Ainsi, il a été privilégié le traitement palliatif, en lieu et place du soin habituel pour les plus âgés. Un décret spécifique a été publié le 28 mars 2020 autorisant l'utilisation du Rivotril, qui est un abrutissant antiépileptique, comme palliatif. Les données de remboursement de médicaments de la sécurité sociale française nous informent que pendant cette période, les ventes d'antibiotiques ont chuté de moitié, alors que 1700 boîtes de Rivotril injectables étaient vendues en plus de l'habitude, ainsi que 5000 boîtes de Valium injectables. Ajoutons que les boîtes de Rivotril contiennent 6 ampoules chacune, dont une seule peut suffire à tuer un patient souffrant de difficultés respiratoires. De plus, le Rivotril n'a été vendu que dans les endroits manquant de midazolam, la molécule initialement conseillée, mais dont les anglo-saxons avaient épuisé les stocks mondiaux, appliquant à grande échelle cette stratégie palliative. En France, les courbes de décès Covid dans les maisons de retraite épousent parfaitement les courbes de vente de Rivotril injectable et respectent à la perfection toutes les dates de décret.
En Angleterre, la surmortalité des plus âgés épouse aussi parfaitement la courbe des ventes de midazolam. Nul besoin d'un virus pour tuer les plus âgés, il suffit de décider de ne plus les soigner et les accompagner vers le trépas. Au bilan, la totalité du pic de décès de mars-avril 2020 s'explique par les effets délétères des mesures prises et pas du tout par un virus. On a scientifiquement prouvé que quand on soigne pas les gens, ils survivent moins bien, et quand on les accompagne vers le décès, ils ont tendance à mourir davantage. Les gouvernements et les médias se sont transformés en lobbyistes de produits pharmaceutiques pendant 3 ans. Les frontières du ridicule ont été franchies dès le début de cette histoire, à tel point que nul retour arrière n'a pu être envisageable. Le plus risible est cette promesse faite que les vaccins protégeraient de décéder du Covid ou de faire une forme grave du Covid, alors que les fabricants eux-mêmes ne l'ont jamais affirmé. Ces derniers prétendent uniquement que leur vaccin permet de diminuer la probabilité d'avoir un test Covid-19 positif, et même pas d'être moins malade. Et nous avons vu précédemment que les tests n'ont rien à voir avec aucune maladie et leurs résultats sont équivalents à un jet de dés. L'esbrouf est d'ailleurs assez simple, pour faire croire qu'un tel vaccin fonctionne, il suffit d'éviter de tester les vaccinés et de tester très souvent les non-vaccinés. C'est une des raisons pour lesquelles des passes sanitaires puis vaccinaux ont été imposés dans toute l'Europe. Ils ont permis de faire croire à une efficacité vaccinale en permettant aux vaccinés de ne pas se tester, alors que les non-vaccinés devaient présenter des tests négatifs à tout bout de champ. Le vaccin est très efficace, il protège de se faire tester. Et nous avons montré qu'en France, la date de fin de l'efficacité vaccinale est le jour exact de la levée du pass sanitaire. Mais si nous revenons au décès, loin d'avoir prouvé une quelconque protection, ces vaccins ont provoqué de très nombreux effets indésirables, allant jusqu'au décès. En Europe, près de 40 000 décès ont été déclarés à la pharmacovigilance après une vaccination anti-Covid. Les autorités ont répété à l'envi la défense de l'industrie pharmaceutique. Pour tous ces décès, on ne peut pas prouver la causalité puisque des décès surviennent chaque jour chez toutes sortes d'individus, vaccinés ou non. Cet argument est scientifiquement recevable, mais il omet l'autre facette de la pharmacovigilance. L'industrie pharmaceutique reconnaît que seule une petite partie des victimes d'effets indésirables prend le temps de faire une déclaration. Selon cette industrie, les effets déclarés ne représentent que 10% des effets réellement causés par les produits. Selon l'industrie pharmaceutique, donc, il faut multiplier par 10 les effets mesurés pour avoir une idée des effets réels. Selon certains experts indépendants, ce serait plutôt par 20 ou même par 100. Ainsi, l'industrie reconnaît implicitement avoir causé 400 000 décès en Europe avec ces vaccins. Ça peut paraître énorme, mais c'est qu'une goutte d'eau de plus dans l'océan des scandales de ce Léviathan. Par exemple, il y a juste 500 000 morts qui sont reconnus rien qu'aux États-Unis dans le scandale des opioïdes. Dès la mi-année 2021, nous pouvions observer des hausses de statistiques de mortalité parmi les jeunes Israéliens fraîchement vaccinés à l'époque. Et toutes les tentatives de publication furent censurées, et notamment celles d'Alexandra Orion-Caude et Steve Ohana. En janvier 2022, le chercheur belge Patrick Meyer tentait aussi d'alerter en publiant un préprint, montrant des résultats de méthodes de machine learning. Pour faire simple, en entrant les données de décès et de vaccination des pays européens dans un algorithme de machine learning, ce dernier répond que plus on vaccine et plus il y a de décès. Pour mon livre, j'ai pris les statistiques des données hebdomadaires qui sont publiées par Eurostat, afin de calculer une surmortalité ou une sous-mortalité par semaine, pour chaque pays européen, et chaque tranche d'âge. Sur ce graphique, on voit en rouge les semaines où il y a une surmortalité, et en vert les semaines où il y a une sous-mortalité. Et en face de ces décès, en dessous, j'ai mis le nombre de personnes vaccinées pour voir s'il y avait une relation entre les deux. Et pour une majorité de pays et de tranches d'âge en Europe, en face des pics de vaccination, on voit un pic de surmortalité. Un calcul de probabilité sur la proximité entre ces deux types de pics, pic de décès, pic vaccinal, nous montre qu'ils sont bien trop souvent quasi simultanés pour que ça soit dû au hasard. Les Européens meurent trop quand on les vaccine. C'est pas une hécatombe, mais c'est suffisamment important pour être visible dans les statistiques de mortalité. Et c'est parfaitement cohérent avec les remontées de pharmacovigilance. Tous les indices statistiques sont réunis pour montrer que la vaccination anti-Covid n'a rien apporté de mesurable autrement que des effets indésirables, parfois graves, voire mortels. Au XVIIe siècle, Molière écrivait dans Le Malade imaginaire « Presque tous les hommes meurent de leur remède et non pas de leur maladie ». Nous l'avons dit, le nombre de décès d'un pays dépend avant tout du nombre d'habitants et surtout du nombre de personnes âgées. Reprenons le graphique hebdomadaire du nombre de décès dont nous avons parlé au début de vidéo.
On voit que jusqu'à la fin de l'année 2019, dans le pays, il y a des hausses de décès chaque hiver au moment de l'arrivée du froid ou inversement de la survenue d'une canicule. En mars-avril 2020, une nouvelle hausse de mortalité est constatée en plein confinement. Elle n'a rien à voir avec la survenue d'un nouveau virus, mais avec la survenue de mesures d'abandon, particulièrement des plus âgés et des malades habituels. En France, nous avons prouvé que cette période est marquée par une énorme utilisation de produits palliatifs en lieu et place des médicaments habituels. Et on explique 100% de cette hausse de décès sans faire intervenir aucun virus, mais uniquement par cause des effets iatrogènes. L'hiver 2020-2021, quant à lui, est marqué par 3 hausses de décès. La dernière correspond à une surmortalité inhabituelle, pile pendant le pic de vaccination anti-Covid des plus âgés. La cause devient évidente et n'a rien à voir avec un nouveau virus. Le pic du milieu correspond au pic habituel de l'hiver. Il est d'ailleurs moins important que d'habitude, raison pour laquelle, sur les graphiques où je calcule une surmortalité, on ne la voit pas. Cette légère sous-mortalité par rapport à d'habitude du creux de l'hiver provient du fait qu'un pic de décès important le précède, et que les plus fragiles sont donc déjà décédés avant le creux de l'hiver. Ce premier pic survenant en novembre 2020 est inhabituel pour la période. Il s'agit d'une réelle surmortalité ayant été appelée la deuxième vague Covid. Grâce aux données des médicaments français, nous avons découvert qu'il s'agit pile de la période de vaccination contre la grippe. Les décès sont proportionnels au nombre de doses distribuées. Ces vaccins ne sont pas nécessairement la cause directe des décès, mais il suffit de lire leurs notices pour comprendre ce qui s'est produit. Les effets indésirables courants des crises sont exactement ceux du prétendu virus du Covid-19. Il y a donc une vaccination massive qui rend malades les gens, particulièrement les plus âgés et les plus fragiles, et qui les fait tous rentrer dans la case Covid-19. Une fois ce diagnostic posé, aucun traitement n'est appliqué et on se retrouve dans la situation de mars-avril 2020. En France d'ailleurs, un nouveau décret Rivotril est publié et on retrouve la même surconsommation de produits palliatifs sur la période. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les 2 hivers suivants voient également leur campagne de vaccination et la mortalité augmenter de manière synchrone. On note également que depuis la campagne massive de vaccination anti-Covid, la mortalité a augmenté de manière significative pour presque toutes les tranches d'âge. Il n'y a que depuis son quasi-arrêt que la mortalité a diminué en 2023. L'effroyable escroquerie qui s'est déroulée pendant 3 ans est tellement évidente à la lumière de simples statistiques qu'il semble que personne n'ait envie de se rendre compte à quel point nous avons été trompés.